Bonjour, nous voyons aujourd'hui un autre chapitre de la radiologie digestive qui concerne l'imagerie des voies biliaires. Les objectifs de ce cours, après le prérequis bien sûr sur l'anatomie des voies biliaires et du confluent bilio-pancréatique, seraient de reconnaître les méthodes d'exploration des voies biliaires et de décrire les signes sémiologiques des principales pathologies biliaires. Donc le plan sera le suivant, on va voir l'introduction, un bref rappel anatomo-clinique, puis les différentes techniques d'exploration, la radioanatomie normale, puis on passera en revue la pathologie biliaire avant de conclure. Donc la pathologie biliaire est très fréquente, ça constitue un motif de consultation assez fréquent, dont l'ictère cholestatique est le principal signe clinique. L'imagerie intervient à plusieurs niveaux. Tout d'abord, devant un ictère, la première des choses, c'est de confirmer l'obstruction des voies biliaires, d'établir le siège de l'obstacle, de proposer un diagnostic étiologique et, en cas de cancer, d'établir un bilan d'extension et un suivi post-thérapeutique pour les patients. Bien sûr, l'imagerie donc est utile pour séparer l'ictère cholestatique et non cholestatique, donc et là, par de ce fait, rechercher l'obstruction. Alors, pour le rappel anatomique, c'est important de connaître ce schéma et de le garder en tête quand on parle de pathologie biliaire. Vous reconnaissez le canal hépatique droit et gauche, avec donc leur confluence vers le canal hépatique commun. On a la voie biliaire secondaire qui est constituée par la vésicule biliaire avec le canal cystique qui va s'aboucher dans le canal hépatique commun pour former le canal du cholédoque ou la voie biliaire principale. Celle-ci rejoint le canal pancréatique principal ou le canal de Wirsung. Ils font un bout de chemin ensemble, environ d'1 cm, avant de s'aboucher dans la paroi interne du deuxième duodénum. Donc à chaque fois qu'on va avoir un obstacle sur l'un de ces trajets, on aura une dilatation en amont qui va être responsable sur le plan clinique d'une douleur de l'hypocondre droit, d'un ictère le plus souvent, parfois accompagné de fièvre ou d'autres signes associés. L'évolution aiguë ou chronique est importante pour le diagnostic étiologique. Alors, quelles sont les techniques d'exploration radiologique dont on dispose? Il y a bien sûr l'abdomen sans préparation, on va voir quels sont ses avantages et ses limites, l'échographie et l'échodoppler, la tomodensitométrie, l'IRM et la bilirm qui constituent actuellement un examen de référence dans la prise en charge de la pathologie biliaire, les opacifications biliaires qu'on utilise de moins en moins et la radiologie interventionnelle, bien sûr, qui reste encore une fois d'ordre beaucoup plus thérapeutique que diagnostique. Alors pour l'ASP, c'est un examen qui est peu utile, on va dire, donc il permettra de rechercher des calcifications sur l'aire vésiculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les calculs vésiculaires, contrairement aux calculs rénaux, sont rarement radio-opaques, donc vous allez rarement les voir sur une radiographie d'abdomen sans préparation. Quand ils sont visibles, comme c'est le cas ici, devant une vésicule porcelaine où toute la paroi était calcifiée, d'accord, toute la vésicule, ça c'est vraiment exceptionnel. L'ASP peut également montrer de l'air dans les voies biliaires, témoignant d'une aérobilie. Là encore, c'est un examen qui reste très peu utilisé en pratique courante pour la pathologie biliaire. Deuxième examen radiologique, c'est l'échographie. Et là, bien sûr, l'échographie, elle a 100 mots à dire. C'est le gold standard. C'est le premier examen à réaliser parce qu'elle peut apporter d'importantes informations concernant les voies biliaires et concernant leur aspect normal ou pathologique. Alors pour ce qui est du normal, ce qu'il faut savoir, c'est que la vésicule biliaire, du fait qu'elle contient du liquide, qui est la bile, elle a un aspect qui est noir, donc qui est complètement anéchogène. Quand elle est normale, son contenu est purement liquidien. Elle a souvent un renforcement postérieur des échos avec une paroi fine inférieure à 3 mm.
La voie biliaire principale, elle aussi, c'est une structure canalaire qu'on va identifier au regard du pédicule. Elle est généralement fine, ne dépassant pas 6 mm. Elle est souvent visible en avant du tramporte. Vous avez ici une coupe qui passe par le pédicule hépatique. On voit le tramporte, qui est cette structure canalaire, siège donc d'un liquide anéchogène, qui est le sang. Et la voie biliaire, elle est située juste en avant, moins de 6 mm. Les voies biliaires intrahépatiques, il faut savoir qu'à l'état normal, elles ne sont pas visibles, on les verra quand ils seront dilatés. Troisième examen, c'est la tomodensitométrie. Là encore, c'est un examen qui va permettre une bonne étude topographique et surtout un bilan d'extension en cas de tumeur des voies biliaires. On réalisera l'examen sans injection pour rechercher une éventuelle densité spontanée élevée dans le cadre des calculs, bien qu'on ait dit que c'était rare parce que les lithiases biliaires sont souvent cholestéroliques et de ce fait hypodense et donc on ne verra pas toujours la lithiase parce qu'elle n'est pas toujours calcifiée. Après injection, donc on injectera le produit de contraste à chaque fois qu'on suspectera une pathologie tumorale, infectieuse ou inflammatoire. L'IRM avec les séquences de Billy IRM, ce sont des séquences en T2 qui vont permettre de visualiser les voies biliaires et pancréatiques même sans injection de produits de contraste. Ils sont en hypersignal sur le T2, permettra de faire une bonne cartographie biliaire. Elle est généralement supérieure au scanner et elle est indiquée là encore devant un ictère cholestatique avec une dilatation des voies biliaires sans obstacle individualisable sur l'échographie. Voilà un exemple d'IRM ou de Billy IRM où on voit donc la voie biliaire principale avec les canaux biliaires droit et gauche, la vésicule biliaire et là la séquence de Billy IRM où on voit la cartographie biliaire, on voit donc parfaitement le schéma anatomique qu'on a retrouvé avec la vésicule biliaire, le cystique, le canal hépatique commun, le cholédoque et le canal de Wirsung. Autre type ou autre examen, c'est les opacifications biliaires. Donc les opacifications des voies biliaires peuvent se faire de plusieurs façons. Actuellement, le plus souvent, ça se fait par le drain de Kerr, dans le contrôle post-opératoire immédiat ou à distance à la recherche d'une lithiase résiduelle. Donc, on va mettre du produit de contraste dans le drain de Kerr et on va opacifier les voies biliaires pour rechercher s'ils sont perméables ou s'il y a encore des lithiases ou des calculs dans les voies biliaires. La cholangiographie pérendoscopique, qui est plus invasive et moins utilisée, et la cholangiographie transpariétale, qui est beaucoup plus à visée thérapeutique que diagnostique. On arrive à la radiologie interventionnelle, là encore, soit dans le cadre de diagnostic, notamment dans les fonctions biopsie, écho ou scano-guidés, notamment quand on a des processus tumoraux biliaires avec extension hépatique, ou à visée thérapeutique pour cathétériser, drainer ou poser des prothèses biliaires. Ici un exemple d'un cas où on avait donc un processus tumoral avec importante dilatation des voies biliaires. Le patient a pu bénéficier d'un drainage biliaire externe, comme vous voyez donc le drain qui est positionné au niveau des voies biliaires. Ça permet de soulager le patient de son ictère, de son prurite et de ses douleurs. Alors on va passer à la pathologie pour passer en revue quelques signes sémiologiques à connaître. On va commencer par la pathologie de la vésicule biliaire. Alors la pathologie de la vésicule biliaire, vous savez que la lithiase vésiculaire est l'une des plus fréquentes. Donc c'est une pathologie assez répandue en général chez les femmes qui se présentent pour des douleurs de l'hypochondre droit avec des dyspepsies, parfois des vomissements ou des coliques hépatiques typiques avec irradiation vers l'épaule. Donc le diagnostic, il est purement échographique. Donc on a vu tout à l'heure une vésicule biliaire qui était à contenu anéchogène pur avec une paroi qui est fine. Le calcul ou la lithiase va se présenter sous forme d'une image hyperéchogène, généralement arciforme, avec un franc condambre postérieur. Ce calcul peut être unique ou multiple dans le cadre d'une vésicule multilithiasique, comme c'est l'exemple ici. Vous avez plusieurs calculs superposés qui sont déclives dans la partie postérieure de la vésicule biliaire, générant des condambres postérieurs.
Les complications des lithiases biliaires sont nombreuses. Donc, on a les complications aiguës. À chaque fois qu'on va avoir une obstruction dans le collet vésiculaire, on peut avoir un hydrocholécyste qui peut se compliquer de cholécystite aiguë, parfois même d'angiocolite ou de pancréatite aiguë quand ce sont des microlithiases qui vont bloquer également le canal pancréatique principal. Les complications chroniques, c'est essentiellement la cholécystite chronique et le cancer vésiculaire. Donc voici en scanner ou en IRM, on identifie la vésicule biliaire, ici sur une coupe frontale, ici sur une coupe axiale. Vous avez la vésicule biliaire qui est le siège d'une densité liquidienne avec calcification, témoignant de calculs intravésiculaires. Ici on en trouve plusieurs avec une densité qui est mixte. Sur des coupes de séquence IRM, là encore on voit des calculs au sein de la vésicule biliaire. Alors là le raisonnement il est différent parce qu'on a dit qu'en séquence T2, la vésicule biliaire qui contient du liquide elle est en hypersignal, donc blanche, contrastant avec le calcul qui est en hyposignal, qui est blanc, qui est noir, pardon. Là c'est l'inverse au scanner. Le liquide, il est hypodense, les calculs sont denses. En IRM, le liquide, il est hyperdense, les calculs sont en hyposignal, donc noir. Alors, parmi les complications aiguës, nous avons la cholécystite aiguë. C'est une urgence chirurgicale dont la clinique est généralement évocatrice, des douleurs de l'hypocondroit qui s'accompagnent de fièvre et d'un signe de Murphy positif. L'échographie va elle aussi rechercher ce signe du Murphy, donc en faisant la palpation au passage de la sonde, la patiente ressent une douleur exquise donc en niveau sous-hépatique. Alors, sur le plan échographique, on objective donc une vésicule biliaire qui a une paroi épaissie, peut-être feuilletée, peut-être épaissie, elle est généralement supérieure à 4 mm, avec souvent un calcul en sens sain. Donc sur l'image scanographique, sur l'image échographique, vous voyez donc la vésicule qui est le siège de macrocalcul avec un épaississement de la paroi vésiculaire. Le scanner, lui, va rechercher également cet épaississement pariétal. Il peut identifier une infiltration de la graisse de voisinage, ce qui est réactionnel, ou un épanchement périvésiculaire, ceci pouvant se compliquer soit d'une perforation ou d'un abcès périvésiculaire, parfois même d'une fistule bilio-digestive avec passage d'air dans les voies biliaires ou d'une cholécystite emphysémateuse essentiellement retrouvée chez les patients diabétiques. Vous avez ici des exemples en scanner. Donc d'une cholécystite avec un épanchement visible en périvésiculaire ou une cholécystite emphysémateuse. Vous voyez l'air qui silhouette la paroi vésiculaire chez un patient qui était diabétique. Les autres types de complications, cette fois-ci chroniques, c'est le cancer vésiculaire, donc c'est généralement un adénocarcinome vésiculaire secondaire à un calcul, on appelle le calculocancer, souvent chez la femme qui a un antécédent de lithiase vésiculaire avec parfois des lésions de cholécystite chronique. Sur le plan de l'imagerie, l'échographie peut montrer un épaississement de la paroi ou une masse échogène hétérogène du lit vésiculaire pouvant infiltrer ou pas le foie de voisinage associé ou centré par un calcul. Le scanner et l'IRM vont permettre aussi bien le diagnostic positif que le bilan d'extension. Donc le diagnostic, là encore, on recherchera un épaississement irrégulier de la paroi vésiculaire ou carrément une masse vésiculaire donc hétérogène prenant une partie ou la totalité de la vésicule biliaire. Ces deux examens permettront également de faire un bilan d'extension notamment vers le foie, le pédicule hépatique à recherche d'adénopathie ou de carcinose péritonéale. Voilà des exemples ici de calculocancer. Vous voyez sur les coupes échographiques, on a un macrocalcul qui centre une masse hétérogène bourgeonnante de contours irréguliers avec infiltration du foie de voisinage. Donc par contiguïté, il s'agissait d'un calculocancer. Le scanner, comme j'ai dit, va permettre de mieux identifier donc le calcul avec l'épaississement et la masse tumorale et l'infiltration également au foie et aux organes de voisinage.
Donc après la pathologie de la vésicule biliaire, on a vu les lithiases, on a vu leurs complications aiguës et chroniques, notamment le calcul au cancer. On passe à la pathologie des voies biliaires. Donc, notamment la voie biliaire principale et les voies biliaires intra-hépatiques. Alors, cliniquement, c'est le tableau est le même. Donc, on a un ictère rétentionnel avec des signes de cholestase. À la phase aiguë, on peut avoir des signes d'angiocolite. L'imagerie, donc grâce à l'échographie, qui va dans un premier temps préciser la dilatation des voies biliaires et parfois rechercher aussi le siège et la nature de l'obstacle, qu'il s'agisse d'un calcul ou d'une tumeur. Le scanner est complémentaire, généralement pour confirmer le siège et la nature et parfois établir le bilan d'extension, comme on a dit. L'IRM et la BILIRM, donc est utilisé quand les autres examens restent insuffisants, mais il faut dire qu'actuellement c'est souvent l'examen de deuxième intention après l'échographie pour tout ce qui est pathologie ou suspicion de pathologie des voies biliaires. Alors, sur le plan sémiologique, la dilatation de la voie biliaire principale va être objectivée donc sous forme d'un canal en avant du tramporte qui est supérieur à 8 mm de diamètre. Voici un exemple donnant un aspect où le signe de canon de fusil, donc on a les deux canons, on a le tramporte en arrière, puis on a la voie biliaire principale en avant dont il faudra mesurer le diamètre et qui oriente vers la dilatation. Donc, quand on a une dilatation de la voie biliaire principale, il faut chercher aussi une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques. Donc, cette fois-ci, ça sera des voies biliaires qui seront visibles et qui accompagnent la branche portale correspondante. Donc là, on recherchera cette dilatation des voies biliaires au niveau intra-hépatique. L'échographie, il faudra suivre la dilatation jusqu'à arriver à l'obstacle, qu'il soit lithiasique, tumoral ou autre. Le scanner et l'IRM, comme je disais, sont complémentaires pour le siège et la nature de l'obstacle. Alors, en scanner comme en IRM, le diagnostic il est facile parce qu'on a une visibilité anormale des canaux biliaires qui sont dilatés. Voilà, en scanner, donc vous voyez la dilatation des canaux biliaires par rapport au vaisseau porte correspondant. Vous voyez que là, la densité elle est diminuée, c'est le liquide. Il n'y a pas de rehaussement après injection, donc c'est les voies biliaires intrahépatiques qui sont très dilatées. Ici dilatées, mais de façon moins importante que sur l'image précédente. Sur l'IRM, la même chose, donc on a une distribution biliaire, une cartographie qui est bien visible avec une dilatation anormale. Alors, pour la pathologie des voies biliaires, donc on a la pathologie lithiasique qui va se présenter donc sous forme de calcul de la voie biliaire principale ou des voies biliaires intrahépatiques, pouvant se compliquer d'angiocolite. Dans ce cas-là, dans le cadre de l'angiocolite, la clinique elle est très évocatrice, donc on a en plus de la douleur, de l'ictère et du signe de Murphy, s'ajoute la fièvre. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir réaliser l'échographie en premier pour rechercher d'abord la dilatation des voies biliaires, puis l'obstacle, éventuellement le calcul, qui se présente de la même façon que dans la voie vésicule biliaire, c'est-à-dire c'est une image hyperéchogène avec un franc condombre postérieur. Il faut rechercher aussi un épaississement de la paroi de la voie biliaire principale pouvant orienter vers une angiocolite. Sur l'IRM, le diagnostic aussi il est facile quand l'échographie n'arrive pas à objectiver de calcul pour raison de gaz digestif ou d'obésité ou autre. L'IRM est là pour récupérer ces calculs. Donc on a dit c'est des images ovalaires en hyposignal baignant dans le liquide qui est en hypersignal avec une dilatation bien sûr en amont de l'obstacle. Aussi un autre exemple, on a une dilatation monstrueuse des voies biliaires intra- et extra-hépatiques. Il s'agissait d'une patiente déjà cholécystectomisée et qui présentait un empierrement cholédocien, donc avec une dilatation d'amont. Après la pathologie lithiasique, donc on passe à la pathologie tumorale, et là bien sûr les tumeurs de la voie biliaire principale essentiellement. Donc sur le plan échographique,
on aura un aspect échogène, mais cette fois-ci sans condambre postérieur, avec une dilatation des voies biliaires intra-extra-hépatiques. Il peut s'agir d'un cholangiocarcinome du hile hépatique, et dans ce cas-là, à l'échographie, on a une infiltration pédiculaire avec une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, mais avec une voie biliaire principale qui est de calibre normal. Encore une fois, si on remémorise le schéma anatomique, un obstacle au niveau du hile va être responsable d'une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, mais d'une voie biliaire principale qui est de calibre normal. Il peut s'agir aussi d'une tumeur qui infiltre le pédicule, notamment une tumeur hépatique ou une tumeur de la vésicule biliaire, un cancer avec envahissement pédiculaire. Ceci va être responsable d'une dilatation des voies biliaires en amont. La pathologie inflammatoire, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus les cholangites sclérosantes qui peuvent être primitives ou secondaires. Il s'agit de dilatation avec des sténoses étagées sur l'ensemble des voies biliaires, associées parfois à un épaississement des voies biliaires ou une fibrose péribiliaire. Il peut se compliquer aussi de calculs ou parfois de tumeurs, notamment les cholangiocarcinomes, qui est donc la complication à redouter le plus. La pathologie infectieuse des voies biliaires est également possible. Il s'agit de souvent du kyste hydatique qui peut être rompu dans les voies biliaires. Et là, on va avoir du matériel échogène circulant avec parfois des membranes à l'intérieur des voies biliaires. Il peut s'agir, dans des cas vraiment rares, d'ascaris qui peuvent être individualisés au sein des voies biliaires. Vous avez ici un exemple de kyste hydatique hépatique avec de multiples vésicules qui étaient rompues dans les voies biliaires de voisinage qui étaient dilatées, donc avec un contenu échogène. Donc on a vu la pathologie lithiasique, tumorale, inflammatoire, reste la pathologie malformative dans l'occurrence. Donc on peut avoir les kystes du cholédoque. Dans ce cas-là, on a une dilatation kystique de la voie biliaire principale avec souvent des voies biliaires intrahépatiques qui sont normales. On peut avoir aussi la maladie de Caroli, c'est une dilatation kystique, là aussi des voies biliaires intrahépatiques, mais sans obstacle individualisable et qui peuvent se compliquer de calculs, là encore au sein des voies biliaires intrahépatiques. Et parfois, il s'agit d'une atrésie des voies biliaires, donc là on n'aura pas de dilatation, au contraire on n'a aucune visibilité des voies biliaires intra et extra-hépatiques. Voilà les exemples ici. Donc, on a une dilatation du cholédoque. L'échographie, bien sûr, est le premier examen qui va identifier cette malformation. On a un kyste faisant suite à la voie biliaire principale. Ceci a été confirmé sur le scanner et sur l'IRM réalisé chez ce patient. Donc là, vous voyez la continuité entre la voie biliaire et cette dilatation kystique correspondant à la malformation. Voilà, donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que l'échographie, c'est l'examen de première intention. Il peut être souvent le seul à être utilisé pour répondre à la pathologie des voies biliaires devant une dilatation donc des voies biliaires, plus ou moins un obstacle identifié, notamment l'obstacle lithiasique. Le scanner peut être utilisé en seconde intention quand l'échographie n'est pas contributive pour rechercher le siège et la nature de l'obstacle ou pour faire le bilan d'extension d'une pathologie tumorale par exemple. La BILI-IRM, elle est très performante dans l'étude morphologique. C'est l'examen de choix dans le diagnostic étiologique de la pathologie obstructive et malformative des voies biliaires. Donc elle doit être considérée en deuxième intention après l'échographie parce qu'elle permet souvent de répondre à la question. Merci.